Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin pouvoir vous partager quelques informations concernant la nouvelle gamme 2024 des téléviseurs de chez Sony. Et ouais, franchement on les attendait. On est au mois d'avril, le constructeur n'avait pas même pris la parole au moment du CES en janvier dernier pour nous faire part de ce qui nous attendait en 2024 sur ces gammes de TV. Alors forcément d'ailleurs, il y avait eu des rumeurs comme quoi Sony arrêtait l'OLED. Heureusement, ce n'est pas le cas. Vous allez le voir qu'on va découvrir cette gamme qui compte toujours des téléviseurs OLED. Comme d'habitude, dans cette vidéo, vous allez retrouver un sommaire qui va vous permettre d'accéder au chapitre qui vous intéresse le plus, avec, en fin de vidéo, eh bien peut-être une invitation à échanger avec moi sur une partie de ma réflexion par rapport à ce que j'ai d'ores et déjà pu découvrir. Donc on se donne rendez-vous en fin de vidéo, si vous souhaitez, dans l'espace commentaire ou sur les réseaux sociaux ou encore, pourquoi pas, dans notre groupe de discussion Discord. Le lien, là encore, est présent dans la description de cette vidéo si vous souhaitez nous rejoindre. Petite précision toutefois, parce que je vois passer des petits pop-up, mais pour accéder au serveur Discord, eh bien il faut remplir les critères de double authentification via le CAPTCHA. C'est pas que ça m'amuse spécialement de le faire, mais c'est que j'ai été quand même à 2 ou 3 reprises attaqué par des bots, et donc aujourd'hui il y a ce petit principe de sécurité pour accéder au Discord, parenthèse refermée. Et revenons-en donc à cette gamme 2024 pour laquelle Sony clairement nous a dit il est temps de faciliter la vie des clients et de leur offrir d'une certaine manière une lisibilité plus simple sur ne serait-ce que les références des produits. Et alors cette année, du coup, on va voir une gamme qui va être composée de Bravia 7, Bravia 8 et Bravia 9. Attention, il y a des produits qui vont rester en gamme. On peut notamment penser au A90K, qui est un modèle pourtant daté de 2022, ce téléviseur OLED qui répond aux besoins d'une certaine manière des joueurs qui vont plutôt aller rechercher des téléviseurs, moniteurs de plus petite taille. Et donc le A95K reste en gamme en 42 et 48 pouces. C'est un modèle de 2022 pour lequel, quand je leur ai dit ouais mais vous le renouvelez toujours pas ce produit, bon bah clairement Sony m'a dit bah non, les constructeurs certes changent le naming, mais pour nous on colle toujours avec ce que propose la concurrence, et donc du coup on renouvelle pas. Bon ok, c'est leur point de vue, pourquoi pas, j'ai jamais testé ces diagonales d'écran. Bah, il est vrai que même chez LG, lorsqu'on fait évoluer ces modèles jusqu'à du C4 avec des plus petites tailles, eh bien on le sait que ce sont des dalles qui ne sont pas concernées par exemple par la fameuse technologie Brightness Booster qui permet d'apporter ce pic de luminosité, et donc c'est pas quelque chose que l'on retrouvera non plus sur le A90K. Donc pour résumer et surtout remettre un peu d'ordre avant de s'intéresser à chacune des gammes avec le niveau d'information dont je dispose actuellement, eh bien Sony va proposer dans les linéaires, magasins, vente en ligne, etc., différentes gammes qui vont commencer avec un Bravia 7, téléviseur LCD, mini LED, proposé en différentes tailles, un A90K, mais qui est un modèle de 2022, le Bravia 7 c'est une nouveauté de 2024, donc ce A90K 42, 48, un dalle White OLED classique, j'y reviendrai pas. Ensuite, nouveauté de 2024, le Bravia 8, remplaçant du A80L, cette fois-ci plus costaud, avec toujours de la dalle White OLED, mais qui va aller concurrencer une série C, donc plutôt avec de la dalle OLED EX, des pics de luminosité un peu supérieurs. Ensuite, juste au-dessus de cela, eh bien, on va retrouver ce A95L, qui a été lancé en fin d'année dernière. Sony nous a dit, on va le prolonger encore sur tout 2024. Donc, elle est toujours là, sa technologie QD OLED, donc fourni cette fois-ci par Samsung Display en tant que représentant de l'OLED haut de gamme. Et ensuite, eh bien, le haut du haut de gamme, eh bien, c'est le Bravia 9, modèle de 2024 lui aussi, qui cette fois-ci va être sur une base LCD à rétroéclairage mini LED qu'on nous annonce comme étant bien meilleur. Et là aussi, je vais y revenir. Mais avant cela, attention, parce que quand on dit à Sony, ouais, mais alors du coup, pour vous, le produit le plus haut de gamme sont représentés par la série Bravia 9, ils disent, ah, attendez, nous, ce qu'on veut, c'est répondre à tous les usages des clients, toutes les conditions d'utilisation, et donc du coup, on va avoir un A95L qui va se positionner en face des Bravia 9, tout simplement parce que ce sont deux technologies différentes en fonction de si vous êtes plutôt client de LED ou en fonction de si vous êtes plutôt client du LCD. Un rétroéclairage mini LED pour ses capacités techniques, on le sait, la puissance lumineuse qui devrait être supérieure, tout en sachant aussi que Sony nous promet une meilleure gestion des zones pour améliorer tout simplement la logique de contraste, limiter les risques de blooming, etc. Eh bien, c'est là le propos de ce. Mais il est vrai que du coup, vous le voyez bien, que justement, le haut du panier de cette technologie OLED n'est pour l'instant pas renouvelé, puisqu'il considère que la technologie
technologie QD-OLED de 2023 adoptée avec Samsung Display fait encore l'affaire, sachant que de toute façon ce sont encore des dalles QD-OLED de précédentes générations. On ne va pas être sur les mêmes générations de dalles QD-OLED par exemple que l'on va retrouver sur les nouveautés de chez Samsung, que notamment au travers du S95D, alors qui lui en plus a un filtre mat. Bon, on n'est pas sur la même génération de dalles. Et c'est d'ailleurs ce qui m'invite juste à revenir sur la logique de l'OLED, quand Sony a été un petit peu taxé en disant « ouais, Sony va arrêter l'OLED sur le premium », ils nous ont dit « non, non, c'est pas le cas ». Le quote, la citation exacte, eh bien c'est « Sony n'arrête pas l'OLED, Sony diversifie sa proposition de technologie d'écran vers le client pour avoir un choix le plus large possible en fonction de ses conditions d'utilisation à la maison ». Bon, rien de nouveau sous le soleil, et c'est pourquoi je vous propose, eh bien, tout simplement, de s'intéresser d'abord à cette gamme Bravia 7. Donc maintenant que vous avez une vision sur cette construction de la gamme 2024, alors qui certes reprend des modèles de 2022, c'est regrettable quand même, et puis un très bon modèle de 2023, donc là-dessus pas de souci, même s'il est vrai qu'on aurait aimé aussi peut-être que la technologie QD-OLED évolue, mais bon, c'est un choix. C'est un choix et surtout, ça ressemble un peu à une forme d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on sent bien que Sony n'est plus en position, peut-être plus dans ses grandes années, mais j'y reviendrai un peu plus tard donc dans cette vidéo. Et donc, voilà, on reprend des modèles qui existaient et puis surtout, on se passe peut-être de choses moins qualitatives, plus d'entrée de gamme, mais quitte à se priver de certains clients aussi. Je m'explique, typiquement, par exemple, comme je vous l'ai dit, on démarre sur une gamme Bravia 7 que je ne vais pas baptiser de produits d'entrée de gamme, parce que déjà, j'ai pas les prix, et surtout, sur l'aspect technique même, on ne peut pas opposer ça à ce que nous ont proposé les autres marques, LG, Samsung, TCL, avec des produits Edge LED, voilà, ça ne marche pas. On est sur des Bravia 7, on est sur des téléviseurs LCD à rétroéclairage mini LED. Alors, Bravia 7, ça sera décliné en 65, 75, 85 pouces, il n'y a pas de 55 pouces, et puis surtout, on nous annonce que cette année, à défaut de nous donner des chiffres, Sony n'a jamais été très loquace sur le nombre de zones, le nombre de mini-LED, la puissance lumineuse. Alors oui, on sait que XR Backlight Master Drive, ça fait appel à des mini-LED qu'on nous dit comme étant 5 à 8 fois plus petites, je crois, que les diodes LED classiques. Donc on a assez peu d'informations sur tout cela, mais néanmoins, il semblerait que la base technique vise à être quand même plus sérieuse pour reproduire des contrastes, pour reproduire la luminosité et limiter les risques de blooming, puisque c'est notamment ce qui nous a été partagé, ce qui nous a été évoqué, c'est qu'on a 8 fois plus de zones de dimming sur ces téléviseurs LCD, donc doté en plus de cette puce Bravia XR Cognitive Processor, la fameuse puce qui est là pour vous reproduire les détails de la manière en fait où votre œil devrait les percevoir dans la vraie vie, rendre l'image toujours plus fidèle à la réalité en ayant cette fois-ci amélioré non seulement la reproduction des visages, c'est le sujet qui est mis en avant, c'est cette capacité de la puce à mieux reproduire la perception que l'on a notamment des visages, mais aussi les détails dans les zones peut-être un petit peu plus compliquées, les zones très détaillées justement, tout ce qui est détail dans les paysages. Et on nous a parlé notamment de comment on reproduit plus exactement le vert et les arbres. Voilà, donc ça c'est l'un des travails, une des évolutions qui concernerait notamment cette génération de 2024, sans plus de précision. Et alors j'ai dit, Sony souhaite simplifier la lecture de sa gamme. Mais attention que la référence complète des téléviseurs, ce sera, par exemple, pour le 65 pouces de la série Bravia 7, ce sera 65 XR 70. Et puis on le sait qu'il y a parfois des variantes, 74, 73, 80, 83. Ça permet souvent aux marques d'avoir comme ça une petite déclinaison, de mieux identifier où les produits ont été vendus. Donc sur cette série Bravia 7, composée d'un 65, d'un 75 et d'un 85 pouces. Encore une fois, je regrette l'absence d'un 55 pouces. Ok, certes, le marché va vers des tailles, une demande de taille toujours plus grande, mais là, clairement, les prix seront assez décisifs aussi, et aller tout de suite proposer un 65 pouces, j'espère que le ticket d'entrée sera assez attractif pour profiter de ces téléviseurs qui seront de l'Ultra HD avec des dalles 10 bits 100 Hz, donc ils pourront faire
du 120 Hz dans la logique de gaming, VRR, Auto Low Latency Mode, le FreeSync également qui sera à l'intérieur, sans doute le G-Sync, peut-être pas certifié, mais chez Sony, j'ai déjà testé des téléviseurs avec les ordinateurs, et même avec mes cartes Nvidia, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas trop de sujets sur ce point-là. En revanche, chez Sony, on ne fait pas mention de 144 Hz cette année, donc je ne sais pas quelle est la puce qui est à l'intérieur. On n'aura toujours que 2 prises HDMI 2.1 et pas 4 prises. Est-ce que c'est une puce qui est trop datée pour supporter le 144 Hz? Est-ce que c'est un choix de ne pas évoquer et de ne pas l'intégrer, ce 144? Ça se trouve, j'aurai une bonne réponse au moment des tests. En tout cas, sur les fiches techniques, il n'est pas fait mention de cette partie 144 Hz. Pour autant, je pense que sur la partie audio-vidéo, enfin sur la partie vidéo, on peut faire confiance à Sony. Cette puce Bravia XR, quoi qu'il se cache derrière, Pentonic 700 ou Pentonic 1000, et on est sur une expérience, sur un socle avec cette puce qui est très très bon, et c'est le cas déjà depuis plusieurs années, puisque ça fait un moment que Sony appelle cette puce Bravia XR, cognitive, processeur avec une très bonne justesse dans la logique d'upscaling, c'est jamais trop exagéré, la logique également de compensation de mouvement, fluidité de l'image, comment il travaille également les zones lumineuses, les zones sombres. Alors tout ça, ça va être forcément lié de manière très proche aux capacités techniques de la dalle, mais on nous dit cette année, en plus que les technologies X-Wide Angle, donc pour les améliorations des angles de vision, etc., côté filtre anti-reflet sur le Bravia 7, on a assez peu d'informations, le Bravia 9, a priori, ça évolue un petit peu, mais voilà, on nous dit quand même qu'on a 8 fois plus de zones de dimming sur ce modèle-là, donc on devrait être plutôt tranquille. Alors c'est 8 fois plus qu'un X90L, au passage, d'ailleurs c'est vrai que je n'avais pas mentionné, mais c'est 8 fois plus qu'un X90L, donc moi j'avais pas spécialement été convaincu par le X95, encore une fois, dans la taille que je l'avais testé. On peut quand même être assez confiant, travail, encore une fois, qui en plus peut être optimisé de manière assez précise dans les options que propose Sony dans son interface de Google TV. Vous le savez, moi c'est clairement l'interface qui a ma préférence. Le Google TV agrémenté de la surcouche Sony, pour moi, c'est sans doute ce qui existe de mieux. Voilà. Après, on verra ce que Panasonic va nous faire cette année avec son Fire OS, avec des évolutions d'ailleurs, puisque on le sait que Sony ne propose pas de mode filmmaker, on a un mode cinéma. En revanche, ils ont un mode Netflix Calibrated Mode, et en plus, cette année, la nouveauté, c'est que l'on va avoir un mode calibré pour Amazon Prime. Alors, ça va être du HDR10 et du Dolby Vision. On n'a pas de Dolby Vision IQ sur ces téléviseurs-là. C'est quelque chose qui, visiblement, va fonctionner également avec la calibration pour Amazon Prime. Donc là aussi, petit point intéressant à retenir. Sur la partie audio, on va avoir une couche qui va s'appeler Voice Zoom 3, qui est intéressante parce que, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, existait déjà, c'est-à-dire que c'est la capacité, grâce à l'analyse de la puce, à identifier les voix dans les bandes son. Si jamais vous entendez mal et que vous avez besoin d'atténuer un peu tout le reste pour faire ressortir les voix, vous allez pouvoir le faire. On vérifiera à l'usage quelle est l'efficacité de ce système-là. Il faudra vérifier aussi l'efficacité dans le sens inverse, qui nous a été notamment évoqué, c'est-à-dire que cette technologie permettrait, par exemple, vous êtes en train de regarder un match de foot, vous n'êtes pas trop raccord avec ce que sont en train de raconter les commentateurs sportifs, vous pouvez décider également d'abaisser les voix, encore une fois, pour profiter cette fois-ci plutôt de l'ambiance du stade. Donc voilà, donc ça c'est des options qui s'ajoutent, qui viennent un petit peu compléter cette offre de 2024, qui ne concerne d'ailleurs que les produits de 2024, et puis pour tout le reste, c'est un peu similaire. Ce sont des produits qui semblent quand même très bien finis. Sony ne met pas en avant une finesse particulière des châssis, mais ça reste des châssis qui sont quand même très jolis, avec une modularité des pieds que l'on retrouve, encore une fois, chez Sony, la possibilité de mettre les pieds plutôt en position basse pour avoir une dalle qui soit au ras du meuble, ce qui est plutôt esthétique, mais si jamais on veut positionner une barre de son en dessous, on peut adopter une position haute pour les pieds et ainsi avoir tout l'espace pour glisser une barre de son en dessous du téléviseur. Alors, derniers éléments, et d'ailleurs une parenthèse que je vais ouvrir sur des points qui concernent également les gammes Bravia 8 et Bravia 9, c'est que Sony met l'accent aussi sur l'aspect écologie, consommation des téléviseurs, fabrication, bilan énergétique, bilan carbone même, puisqu'on sait que le constructeur revient souvent sur son Road to Zero à horizon 2050. Donc le souhait de proposer également des téléviseurs avec plus de plastique recyclé, le fameux Sorplast,
des emballages qui font moins appel aussi au plastique, mais plutôt à des origines comme le bambou, etc. Voilà, du carton recyclable. Et surtout, eh bien, désormais, un nouveau dashboard. Alors ça, c'est un des éléments. L'an dernier, ce dashboard, il était apparu. J'avais trouvé ça un peu limité dans le sens où, en fait, c'est quelque chose qui consistait juste à abaisser de manière assez rapide la luminosité du téléviseur. Bon, ok, pourquoi pas, hein, c'était déjà une première démarche en se disant, et puis j'avais testé, hein, on avait vu que c'était quand même assez significatif, mais bon, on se dit, ok, on économise de l'énergie en abaissant de la luminosité, mais bon, ça va pas chercher bien loin comme logique. Et bien là, histoire de vous sensibiliser un petit peu plus, les modèles de 2024 uniquement, donc Bravia 7, 8 et 9, eh bien, vont en plus intégrer une fonctionnalité de wattmètre. Ça ne pourra pas être porté au modèle de 2023 puisqu'il n'intègre pas le composant hardware nécessaire à cela, j'ai posé la question. Et puis surtout, avec les nouvelles télécommandes également de 2024, on va passer sur des télécommandes rechargeables en USB et qui restent rétroéclairées. Plutôt compact encore ces télécommandes, donc là aussi, bonne nouvelle. Pour conclure et refermer cette parenthèse sur l'aspect écologie, certes, mais aussi économie, parce que mine de rien, la hausse de la facture d'électricité, elle est réelle. Sony annonce des chiffres, quand même, c'est 60% de production de plastique en moins, donc ça c'est pour la partie écologie, 72% d'abaissement sur la production de CO2, et puis pour vous, l'utilisation de cet éco-dashboard aurait un impact sur l'abaissement de 15% dans les fonctionnalités de base, et si jamais le téléviseur est couplé à la fameuse Bravia Cam, l'économie irait jusqu'à 32%, et quand même abaisser la consommation du téléviseur d'un tiers, je trouve que c'est quand même pas négligeable. Là, si vous avez bien suivi, vous anticipez la montée en gamme avec le... Oui? Non? Je vous l'ai dit, le A90K. Ouais, ce modèle qui date de 2022. Alors qui, certes, répond à un usage bien spécifique. 42-48 pouces, ça ne va pas intéresser tout le monde. Mais néanmoins, pour ceux que ça intéresse, même si Sony nous dit « Non mais nous, de toute façon, notre base technique, elle est bonne, ça convient, on est compétitif par rapport à ce que proposent les autres. » Ok, peut-être que LG, finalement, depuis déjà 2 ans, il nous propose des 42 et 48 pour lesquels il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas de brightness booster à l'intérieur, il n'y a pas de soin particulier porté à la luminosité. Quoique, mais en tout cas, il y a des choses qui évoluent, peut-être aussi du côté de la puce, il y a des choses qui évoluent aussi du côté du système d'exploitation. Là, chez Sony, on n'a pas plus d'informations, et même dans le form factor. Et surtout, quel est le message en magasin? Vous allez chercher un 42 ou un 48 pouces, vous allez aller en boutique, et puis on va vous dire, on a ce produit de chez Sony à 95K. Si vous connaissez un peu la nomenclature, vous direz, attendez, mais là, ce produit, en fait, il est déjà de 2022. Ou alors, si le vendeur, s'il est honnête, il vous dit, regardez, j'ai ça à vous proposer, c'est vendu depuis 2 ans, j'ai pas de retour, j'ai pas de SAV, vous allez dire, ouais, c'est cool, mais par contre, le produit, il a 2 ans quand même déjà. Est-ce que je vais dépenser un prix Sony pour un produit qui a 2 ans? Pas sûr. Bon, voilà, ça c'est un petit peu mon postulat. J'aurais quand même aimé que Sony, qu'il se passe quelque chose sur ce petit format. Est-ce que finalement, c'est pas au travers de cette position, si eux nous disent qu'ils ont un produit qui est valable, est-ce que c'est pas surtout à comprendre comme étant, en fait, on n'a pas de demande, donc pas de raison sur ce segment-là de renouveler le truc. C'est aussi une façon de le voir. J'ai pas le nez, j'ai pas les rapports des sorties de caisse qui me parviennent tous les matins. Ça, par contre, eux, ils l'ont. Bon, évidemment que c'est des discours plus clairs que ça, on n'aura pas de la part de Sony, si ce n'est notre produit est compétitif. Donc la vraie montée en gamme pour les téléviseurs OLED cette année, il est vrai qu'elle va plutôt se situer du côté du Bravia 8, en tout cas pour les téléviseurs White OLED, ici technologie EX, je pense qu'il y a assez peu de doutes là-dessus, même si encore une fois, Sony ne communique pas de logique de luminosité, etc., de pic de luminosité. Je pense qu'on peut se dire que c'est de l'OLED EX. Donc c'est le remplaçant du A80L, donc ça va donner lieu à des références comme du 55 XR80, 65 XR80, 77 XR80. On aura toutes les expériences que je vous ai partagées juste avant, toute la logique de technologie avec le Bravia XR Cognitive Processor, avec les pieds réglables en hauteur, avec la télécommande également rétroéclairée rechargeable en USB, avec du Google TV que j'aime beaucoup. Mais il est où mon 83 pouces? Il est où ce modèle un peu cinéma?
cette expérience justement cinéma que revendique Sony dans chacune de ses conférences, qui est censée faire la différence justement chez ce constructeur-là, son expertise, sa capacité de produire une expérience cinéma de A à Z, de la captation jusqu'à la reproduction chez vous, 55, 65, 77 pouces. Alors j'ai pas les tarifs, encore une fois, est-ce que c'est un pur arbitrage de se dire « Ouais, mais si, regardez, on propose quand même un 77, et puis pour les plus grandes tailles, il va falloir aller chercher autre chose, du côté du Bravia 9, par exemple. » Quand on se dit que cette série Bravia 8, qui devrait représenter les produits un peu volumiques, ne va pas jusqu'au 83 pouces, on peut en tirer plusieurs conclusions. On peut interpréter cela de manière un peu différente. Si on est du côté de chez Sony, on se dit, ok, 83 pouces, on va réserver ça pour d'autres technologies, LCD, mini LED, avec des produits haut de gamme, etc. Et puis, on peut aussi interpréter cela, comme je pourrais le faire, mais encore une fois, je n'ai pas les chiffres sortis de caisse. Eux les ont, moi non. On pourrait se dire que, en fait, le positionnement prix pour Sony, qui se revendique comme étant premium sur un 83 pouces, serait tellement stratosphérique, tellement cher par rapport à la concurrence, qu'en fait, ils n'en vendraient pas. Et donc, pourquoi le produire? Mais dans le bilan, quel est le signal qu'on envoie? Quel est le message que l'on laisse transparaître quand on se revendique comme étant un pionnier du monde du cinéma et qu'on ne propose pas un très très grand écran? Certains ne vont pas, par exemple, au-delà d'un 98 pouces, parce qu'ils se disent, de toute façon, au-delà de ça, je prends un exemple de Samsung, on a des vidéoprojecteurs ultra courte focale. Sony, la partie Projo, encore une fois, la douille, c'est autre chose. Les vidéoprojecteurs fond de salle de chez Sony, ok, c'est des produits d'exception là encore, mais on n'est pas sur les mêmes tarifs. Donc je vais mettre cette partie de réflexion de côté, et puis je la reprendrai lorsque j'aurai les produits en test, ou bien que je connaîtrai les tarifs de chacun des téléviseurs. Ce qui est sûr, c'est que pour la suite, Bravia 8, encore une fois, ça sera sans doute un très bon téléviseur, mais comment ils vont faire la différence? Comment ils vont faire la différence quand LG aujourd'hui annonce que tous les téléviseurs OLED sont compatibles avec de l'Ultra HD 144? Ok, ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas celui qui joue sur console, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse partie des gens qui branchent un PC pour jouer sur son téléviseur. Mais ça doit exister. Et c'est surtout une mise à jour technologique que tout le monde fait, mais que visiblement on ne va pas retrouver chez Sony. On n'aura pas d'Ultra HD 144 en mode gaming chez Sony. On va avoir de l'Ultra HD 120, Auto Low Latency Mode, VRR, etc. 2 prises HDMI 2.1, mais pas plus de détails là-dessus. On aura un système audio un petit peu plus évolué, avec l'acoustique Surface Audio Plus. Cette fois-ci, on est sur une dalle OLED, donc ce sont des actionneurs qui font vibrer la dalle pour vous reproduire le son de manière plus directive vers vous, le faire ressortir un petit peu plus de l'image, de l'écran, comme on a tendance à dire, mais in fine, ce Bravia 8, il n'aura pas grand-chose de plus, quoi. Ok, il y aura l'éco-dashboard, il y aura la télécommande, rétro-éclairée, très bien, rechargeable en USB, très bien, l'utilisation du sort-place, l'abaissement de la consommation d'énergie également, si on le souhaite, avec l'éco-dashboard 2, les logiques de wattmètre, tout ça, c'est très bien. Mais comment je fais la différence quand je m'appelle Sony face aux autres, qui continuent de faire évoluer, des fois, parfois dans le détail, l'expérience, certes, il n'y a aucun doute que la production de l'image sera là. Est-ce que ça suffira? On verra. On verra au moment des tests. Ensuite, hop, on monte d'un petit cran encore, et on s'intéresse de nouveau et encore à de la technologie OLED sous un aspect un peu différent avec le A95L. Donc je vous le rappelle que sa référence était XR, la diagonale, donc 75 A95L par exemple. Alors là, incontestable, super produit. Aucun doute là-dessus. Sauf que là, du coup, ce A95L, c'est 55 et 65 pouces prolongés sur toute l'année 2024. Pas plus de taille, 55, 65. Donc vous voyez qu'on a Bravia 8 qui fait 55, 65, 77. On a A95L qui fait 55 et 65 pouces. Où est l'expérience cinéma amazing powered by Sony? 55-65 pouces sur le A95L. Et en fait, c'est tout simplement, finalement, un choix de la part de Sony, encore une fois, qui est de dire que la plus grande des expériences, elle va être avec le Bravia 9, avec un téléviseur LCD, rétroéclairage mini LED, en 75 et en 85 pouces. Ça, c'est l'expérience king size. Voilà. On n'est même pas sur du 98, 75-85 pouces. Les prix, je ne les ai pas, je m'attends à quelque chose d'assez drôle,
mais je n'ai pas de téléviseur LCD mini LED haut de gamme performant de taille inférieure. Et ouais, vous allez me dire, je suis jamais content. Mais pourquoi je ne pourrais pas acheter un 55 ou un 65 pouces LCD mini LED haut de gamme capable de rivaliser avec un QN95 de chez Samsung ou un QN90 ou de rivaliser avec des C89 de chez TCL. Alors ça, sur l'aspect processeur, on sait que TCL sera sans doute à la rue, pour le dire clairement, par rapport à un Sony qui reste le meilleur des traitements cinéma avec du Panasonic, bien que ayant tendance, encore une fois, à faire certaines choses qu'il vaut mieux calmer. Bref, pourquoi, quand je m'appelle Sony, j'impose autant de choix dans ma construction de gamme? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est parce que je suis devenu un acteur trop timide, assez peu avec les reins solides pour proposer une variété de produits comme ça? On nous dit chez Sony que l'expérience sera très bonne puisqu'ils ont multiplié par 3 le nombre de zones de dimming par rapport au X95L. Là-dessus, j'ai envie de dire, c'est encore heureux parce que moi, il ne m'avait pas franchement convaincu. La puissance lumineuse serait de 1,5 fois supérieure, encore une fois, par rapport au X95L. Là encore, pas de précision sur une quelconque valeur de pic. Et c'est justement sur ce sujet-là, cette précieuse gestion de la luminosité, que j'aurais aimé que Sony nous en dise un petit peu plus, parce que c'est une technologie maison qu'ils ont mis là-dedans. C'est un truc qui est issu du monde du cinéma, qu'ils utilisent dans leur moniteur de référence. Donc c'est quand même pas rien. Et tout ça, c'est ce package dont on nous parle régulièrement, le fameux XR Backlight Master Drive, alors qui permet évidemment, avec d'autres éléments, parce que là, XR Backlight Master Drive, c'est la technologie qui permet, ce sont les algorithmes qui permettent au téléviseur de produire des couleurs naturelles tout en exploitant les niveaux de luminosité maximale de la dalle d'un côté, mais aussi être capable de produire des détails dans les zones sombres, produire des noirs également profonds pour aller concurrencer l'OLED, on le sait, c'est l'objectif ultime pour les téléviseurs LCD, mais aussi être capable de produire un color volume, une bonne fidélité des couleurs, etc. Bref, la luminosité, la gestion de la luminosité, c'est vraiment le challenge pour les téléviseurs LCD, y compris pour limiter les risques de blooming, je vous en parle régulièrement. Donc ça, c'est un sujet que Sony met en avant avec une technologie maison qui passe par la puce Bravia XR Cognitive Processor, qui passe ensuite évidemment aussi par une gestion du panneau de rétroéclairage, et ce panneau de mini LED, dont on ignore la puissance lumineuse, dont on ignore exactement la taille de ces mini LED, il est géré par une multitude de ce que Sony appelle des drivers. J'en ai aussi déjà parlé dans la vidéo de TCL. Ce sont des drivers qui pilotent chacune des zones, et ces drivers seraient plus petits qu'une graine de sésame, donc ce qui laisse un petit peu imaginer le nombre de composants qu'ils peuvent mettre sur ce téléviseur LCD, et malheureusement, c'est pas un truc sur lequel on a eu plus de détails de la part du constructeur. Auquel on ajoute en plus les fameux X-Wide Angle qui seraient améliorés, et le filtre anti-reflet X Anti-Reflection, qui lui aussi apporterait un confort visuel et améliorerait les angles de vision. La technologie acoustique Multi-Audio Plus, qui là ajoute en plus un tweeter sur le dessus pour rajouter un peu de verticalité au son. Alors c'est vrai que j'ai eu des démonstrations et tout ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment bien. C'est un bon téléviseur. Concernant le HDR, la fiche technique fait état de compatibilité HDR10, HLG, Dolby Vision. Rien n'est mentionné explicitement sur Dolby Vision IQ ou Dolby Vision 120 Hz pour la partie gaming. Ce sera de l'Ultra HD 120, mais Dolby Vision 120 Hz n'est pas clairement mentionné sur la fiche technique, donc affaire à suivre là-dessus. Alors les démonstrations et les quelques boucles que j'ai pu visionner sur le téléviseur, c'est sûr, ça donne envie d'aller plus loin surtout, ça donne envie de l'avoir à la maison, de le tester, de vivre avec, parce que on sait que ce sont des téléviseurs qui ne déçoivent pas par l'aspect traitement de l'image, mais il faut vivre avec pour déceler peut-être certaines des limites aussi, parce que c'est du téléviseur premium, et qu'on n'est pas prêt à faire certaines concessions au niveau de tarif que nous propose Sony. Également, on est exigeant, on a envie de vraiment en avoir pour son argent. Et ce Bravia 9, à défaut de nous offrir une vaste gamme de diagonales, par exemple, mais comme les autres aussi, devront répondre à ces attentes haut de gamme de la clientèle de chez Sony. J'en arrive maintenant à la partie dans cette vidéo où je vous invite ensuite à vous exprimer, à me dire si vous partagez ou pas mon point de vue et quelles sont les choses qui vous semblent critiques, les choses qui ne le sont pas, si je fais fausse route, si vous me rejoignez, peu importe, bref. J'ouvre le débat sur
finalement ce que je retiens de cet événement au showroom de chez Sony et de la présentation de la gamme qui m'a été faite. Je ne remets pas, encore une fois, j'insiste, hein, je radote un peu, je ne remets pas en question l'expérience cinéma que l'on va avoir. Le seul sujet, c'est que la gamme qui m'a été présentée me semble clairement timide. De là à dire que Sony est un peu en position défensive, comme s'ils étaient en train d'essayer de sauver les meubles, bah franchement, pour moi, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un petit truc où on se dit, non mais comment ils sont en train d'essayer de se comporter pour continuer d'exister. On sait que c'est compliqué pour Panasonic, on sait que de toute façon, on était sur les 2 derniers constructeurs japonais historiques à être encore vivants sur la partie des téléviseurs. Panasonic, ça devient compliqué. Sony, ça semble compliqué, mais à côté de cela, ils nous ont démarré cette présentation TV avec ce que l'on sait déjà. C'est-à-dire qu'ils sont revenus sur leurs interactions, leur présence, leur expertise dans le monde du cinéma, de la captation jusqu'à la production, la reproduction et la consommation des contenus multimédia chez vous. Donc, nous dire, on veut offrir aux clients le plus large choix de technologies en fonction des usages. Ça, c'était le propos, le message officiel. Et pourquoi on retrouve encore du LCD mini LED, du White OLED, du QD OLED et du LCD mini LED haut de gamme avec la série Bravia 9. Sauf qu'en fait, la gamme, elle est timide. Quand on a un Bravia 7 LCD mini LED qui fait 65, 75, 85 pouces, on va avoir des tarifs qui, sans doute, ne seront pas ultra abordables pour tout le monde. On aura des concurrents du côté des Chinois, qu'on se le dise ou pas, côté qualité de l'image, on verra, mais en tout cas, qui seront là sur plus de gamme, enfin sur plus de diagonales avec des tarifs sans doute plus agressifs. Donc comment Sony va justifier de ne pas avoir, par exemple, de taille, pourquoi pas supérieure à un 85, mais 85 ça commence déjà à faire très grand, mais ne pas avoir sur un Bravia 7 un 55 pouces. Comment Sony justifie d'avoir un 42-48 en magasin qui va être présenté comme un modèle qui a 2 ans, un A90K, et ensuite d'avoir un Bravia 8 qui est censé être un produit un peu mass market, un peu occuper les linéaires sur ce milieu de gamme du White OLED, comment ne pas avoir un 83 pouces pour vraiment adresser cette expérience cinéma à 95L, qui est le meilleur de l'OLED, 55 et 65 pouces. On n'a pas de 77 pouces. Ce qui fait que sur l'expérience haut de gamme, on a A95L, 55, 65, et on a ensuite Bravia 9, 75, 85. Pourquoi je n'ai pas de Bravia 9 avec une taille inférieure? Pourquoi je n'ai pas de 55 et de 65 pouces sur le Bravia 9? D'où je suis obligé de prendre soit un OLED, soit effectivement aller sur ce Bravia 9 dont le tarif va être de toute façon très élevé. Ça, c'est à n'en pas douter. Donc, la construction de la gamme, en fait, Sony ne peut pas me dire on laisse le choix des technologies en m'imposant autant de conditions, en segmentant, pardon, c'est le terme plus exact, en segmentant autant ces gammes en matière de technologie et de dalles, et de diagonale. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. On attendra d'avoir les tarifs des séries 7, 8 et 9, mais pour l'instant, j'identifie assez mal comment Sony peut entretenir un propos, nous dire on est des experts du monde du cinéma, mais on ne vous offre pas toutes les cartes pour bien choisir chez nous. C'est mon feeling. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de ce point-là. Je pense que le message ne va pas faire très très plaisir d'ailleurs aux équipes de Sony, mais en même temps, je ne suis pas payé pour faire ces vidéos, donc j'ai bien le droit de dire ce que je veux. Ensuite, si vous ne voyez pas de test Sony en 2024, je pense que du coup le message sera clair, mais s'il n'y a pas de, si la communication en tout cas est interrompue, croyez-moi que je le dirai aussi sur cette chaîne, mais je vous invite de toute façon maintenant à vous exprimer là-dessus et à me dire ce que vous en pensez. Pour l'instant, moi, je nage un peu en eau trouble. Pas de remise en question, j'insiste, pas de remise en question sur la qualité de l'image qui devrait être là. Mais le choix stratégique, je ne le comprends pas. Voilà. Allez, n'hésitez pas à réagir. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce qui va bien, qui motive et puis qui aide également cette vidéo. Le partage, c'est encore mieux. Le commentaire également, vous retrouvez dans la description les liens vers les réseaux sociaux. Le groupe de discussion Discord et puis la petite cagnotte Tipeee, si jamais le cœur vous en dit. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!